À tous, Monsieur le Président, chers amis. Donc nous allons, sans plus attendre, commencer cette deuxième table ronde dans la continuité des travaux qui ont été exposés tout à l'heure sur le thème le bon produit, de la définition à la signalisation. Nous avons composé une table ronde un peu particulière, parce qu'il nous a semblé intéressant d'exposer un public qui n'était peut-être pas aussi représenté les éditions précédentes et qui pourtant devra assumer aussi ses parts de responsabilité positives ou négatives, on verra dans les processus. Et je pense la catégorie des ingénieurs agronomes dont je fais partie et qui est largement représentée ici, puisque nous accueillons aujourd'hui Jacques Fanet, donc directeur de l'appellation syndicat d'appellation Languedoc, ingénieur agronome, Jacques Rousseau, directeur département Vigne-Vin de l'Institut coopératif du vin, également ingénieur agronome, Raphaël Martinez, qui est consultant spécialiste des fruits et légumes, également ingénieur agronome, n'est pas ingénieur agronome, mais en sciences sociales, spécialiste de sciences sociales et surtout président d'un groupe tout à fait intéressant dont tout le monde a au moins entendu parler, et certains, beaucoup peut-être adhèrent. C'est le président de Slow Food, Jean Lhéritier. Slow Food France, toute humilité, mais donc c'est quand même le pays qui nous concerne le plus aujourd'hui, bien qu'on va parler bien sûr de l'international. Alors, en deux mots d'introduction, pourquoi ce thème il a semblé assez clair que le bon produit existe-t-il? Une des grandes questions, c'est de pouvoir dire, effectivement, le bon produit existe, je l'ai rencontré. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ce bon produit? C'est toujours plus facile s'il est déjà défini, s'il est réputé bon, s'il est signalisé comme bon, peut-être. Mais autant il est facile pour un individu de confier à un autre voici un bon produit, je te le recommande, autant dès l'instant qu'on s'adresse à des marchés donc, qui sont par nature pluriels, prétendre qu'un produit est bon, ça renvoie tout de suite à plusieurs questions. D'abord, qui on est pour pouvoir dire ça? Avec une double suspicion, est-ce qu'on est vraiment compétent pour ça? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu jugé parti quand on prétend que ce produit est bon? Est-ce qu'on n'a pas des intérêts dans l'affaire? Et puis surtout, sur quels critères on se fonde? Alors on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement désorienté sur les marchés. On a des tas de signaux qui nous indiquent que ces produits sont plus ou moins, mériteraient plus ou moins cette épithète de bon produit, avec diverses origines, diverses dynamiques. En réalité, on a pu voir bien sûr qu'il y a des dynamiques qui viennent de la production, et on comprend que des producteurs, à un moment donné, aient envie de se regrouper, de dire, nous, on ne sait pas exactement si c'est bon, mais en tout cas, c'est à peu près authentique, c'est ce qu'on veut faire. Et puis, en tout cas, on veut se protéger des imitations. Et puis, il y a des consommateurs qui disent, en toute solidarité avec d'autres consommateurs, qui sont peut-être moins éclairés, qui ont moins de temps, qui disent, voilà, on conseille aux autres consommateurs, qui sont nos pairs, voilà, de s'orienter plutôt vers ces produits-là et qu'on a envie de signaliser. Et puis, les distributeurs ne sont pas en reste. C'est une de leurs sources de valeur ajoutée que, finalement, d'être sélectionneur d'offres en lieu et place des consommateurs et d'en tirer, bien sûr, une utilité, comme on dit en économie, mais aussi une valeur ajoutée de façon plus directe. Et puis les pouvoirs publics, bien évidemment, aussi, se sont et continuent de s'impliquer fortement dans cette notion de signalisation de la qualité, soit pour des raisons d'équilibre des marchés, soit pour des raisons de protection du consommateur. On voit bien, on a parlé tout à l'heure de mouillage du lait. Alors si ma mémoire est bonne et sous contrôle d'historiens, moi qui ne le suis pas, il me semble que c'est à l'origine même de la répression des fraudes en 1905 que la lutte contre ce mouillage du lait, dont il faut quand même avoir à l'esprit que c'était manifestement, d'après les rapports à l'Assemblée nationale, à l'origine de plusieurs dizaines de milliers de morts chez les nourrissons par an. Donc, effectivement, alors il peut y avoir après, on peut regretter la standardisation, etc. Mais effectivement, on voit bien que là, il y a des enjeux très importants en matière sanitaire et on n'échappera pas à parler de ça. Alors, tout ça nous conduit effectivement à une forêt de signalisation, puisque tout est matière finalement à signaliser la qualité. Je me souviens, dans le jeune stagiaire ingénieur agronome, on expliquait qu'il fallait absolument ranger les pêches dans les cagettes d'une certaine façon, parce que c'était indicateur de qualité. Si c'était en désordre, c'était plutôt mauvais signe. Donc ça peut reposer là-dessus, mais bien sûr, la forme et le poids de la bouteille dans le monde du vin est un indicateur de qualité. Une bouteille légère n'est pas une promesse en général de très grand vin, alors que la bouteille lourde, la bouteille bordelaise renvoie déjà des choses. Il y a une promesse. Le millésime, la médaille en matière de vin,
mais aussi parfois des allégations dont on ne sait pas très bien comment elles sont distribuées. Le produit de l'année, on voit ça depuis l'automobile jusqu'à des fruits et légumes. Voilà le produit de l'année qui est tout d'un coup une signalisation de la qualité. Alors on comprend que les pouvoirs publics, à un moment donné, ont aussi eu envie d'y voir clair, de distribuer là encore une espèce de qualité dans les signes de qualité, en distribuant des signes qu'on appelle officiels de la qualité, qu'il faudrait quand même ne pas mélanger tout à fait avec les autres, mais qui vont bien sûr aussi avoir leur vice et leur vertu. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de réfléchir et de vouloir essayer de s'éclairer mutuellement, parce qu'au fond, il y a une véritable forêt, on est tous familiers de ces signes, appellation d'origine, agriculteur biologique, millésime, médaille d'or au concours du Blayais-Bourget. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sur quoi ça s'est fondé? Alors, dans un premier temps, on a demandé à Jacques Rousseau, qui avait conduit quelques recherches sur ce thème, de nous éclairer de façon un peu pédagogique. Vous pardonnerez, on a un peu recours à des PowerPoint, on va essayer de faire ça de façon pas trop universitaire quand même, mais puisque c'est un dialogue, enfin tout universitaire, c'est pas un gros mot, hein, c'est bien une rencontre entre universitaires et praticiens, on est tous un peu les deux. Donc Jacques, tu as quelques minutes pour essayer de nous éclairer là-dessus. Merci. Je trouve bien. Bonjour à tous. Je suis assez content de m'exprimer dans une assemblée comme ça. J'ai plutôt l'habitude de parler devant des agronomes ou des agriculteurs. Et déjà, je remarque sur le plan sémantique, on a parlé de bon dans la première table, et nous, on commence à parler de qualité. C'est peut-être une confrontation sémantique, il faudrait éclaircir. La qualité, je dirais, en agriculture, on a toujours cherché à la faire. Et pour définir la qualité, je dirais, c'est relativement simple. Il n'y a qu'à lire une étiquette. Et vous pouvez trouver sur des étiquettes toutes sortes d'informations qui vous permettent d'identifier des produits de qualité, des produits AOC, des produits bio, des produits d'AOP, des produits label rouge, etc., etc. Si vous ne vous satisfaisez pas de ce niveau de qualité, sachez que quand on parle de qualité en agriculture, il y a aussi beaucoup de démarches qui sont engagées à l'échelle des entreprises, qui se traduisent par des systèmes de certification, ISO 9000, ISO 14000, IFS, etc. Il y a un certain nombre de plus en plus d'entreprises s'engagent dans ce système de certification. Donc vous voyez, pour parler de qualité, la signalétique est relativement simple. Bon, je pense qu'on a tous besoin d'aller un peu plus loin, donc on va essayer de reprendre tout ça un petit peu à plat. Donc vous avez d'abord compris que quand on parle de qualité, on peut avoir deux niveaux de qualité. Une qualité qui va s'exprimer sur le produit sous forme de signes de qualité, certains officiels, d'autres non, et l'autre qui passe par des démarches au niveau de l'entreprise qui peuvent être certifiées, agréées, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément de communication sur le produit, c'est plutôt ce qu'on appellerait du B2B, ça veut dire c'est ce qui permet à une entreprise de communiquer à l'entreprise qui va acheter en aval un certain nombre de démarches de qualité. Donc là, vous avez, je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de référentiels qui existent actuellement pour justement au niveau des certifications d'entreprise, certaines qui concernent uniquement l'amont. Alors je suis désolé, je parle uniquement de l'amont viticole parce que c'est mon métier, le vin. Certaines qui concernent uniquement la transformation, d'autres qui concernent la distribution et certaines qui sont entièrement transversales. Au niveau des signes de qualité, comme le disait Hervé, il y a un certain nombre de signes officiels de qualité qu'il est quand même bon de connaître. Il y en a 4 en France, donc l'agriculture biologique, le label rouge, l'AOC et la certification de conformité qui manque ici sur cette diapositive. Et il y en a un certain nombre au niveau européen, donc l'agriculture biologique toujours, l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie. Donc je vais essayer de les prendre rapidement les unes après les autres. Tout à l'heure, Jacques Fanet développera un peu plus le principe de l'AOC. Donc il suffit de dire que l'AOC garantit un produit en fonction de ses origines géographiques et du savoir-faire des hommes. Ça veut dire du respect d'un certain nombre de pratiques ancestrales. Les AOC existent depuis 1935, ont été mis en place d'abord sur les vins et actuellement sur d'autres denrées. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe un logo qui permet d'identifier les AOC. Il est très peu utilisé, très peu connu. Je crois même que l'INAO ne le connaît pas toujours très bien. Ensuite, on va trouver en France un certain nombre de mentions valorisantes qui sont des mentions légales, hein,
comme les vins de pays, l'appellation, les produits de montagne, les produits fermiers, les produits de pays, qui reprennent un petit peu pour ce qui est vin de pays, montagne, et le principe de l'AOC, mais de façon un peu plus, je dirais, simplifiée. Ensuite, on va trouver le label rouge. Donc le label rouge atteste qu'un produit possède un certain nombre de caractéristiques spécifiques, lui conférant un niveau de qualité supérieur. Donc là, il y a un engagement de la part des producteurs. Le principe du label rouge, c'est un cahier des charges qui est proposé par une profession ou par une interprofession, qui est ensuite validé par l'État. Et donc il y a un cahier des charges agréé qui est publié sur un règlement. Et ensuite, il y a un système de certification qui est mis en place auprès des entreprises qui veulent avoir le label rouge par un organisme certificateur agréé par l'État. Donc l'engagement de l'État, il est sur le fond dans la définition du produit et sur la forme, le sérieux des contrôles qui sont engagés. Certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire est conforme à des règles spécifiques. Là aussi, c'est le principe, c'est la profession qui définit les règles, les propose. Si elles sont jugées suffisamment construites, elles sont validées par l'État. Et par exemple, un exemple de certification de conformité, c'est poulet élevé au grain. Agriculture biologique, c'est un signe de qualité qui garantit que l'agriculteur a respecté un mode de production respectueux de l'environnement et de la santé du consommateur. Plus concrètement, plus prosaïquement, ça veut dire qu'il a conduit la production sans utiliser de produits chimiques de synthèse. Ce signe de qualité donc, fait l'objet d'un règlement français depuis 1981 et européen depuis 1991. Donc ça, c'est ce qu'on a, je dirais, au niveau français. Après, au niveau européen, on va trouver un certain nombre de signes de qualité. Donc l'appellation d'origine protégée, l'AOP, et l'IGP, indication géographique protégée. L'AOP est à peu près l'équivalent européen de l'AOC, et on va voir dans un certain nombre de pays voisins, non pas des appellations d'origine contrôlée, mais DOC, dénomination d'origine contrôlée, contrôlata, ou DOCG avec un garantie à la fin. Juste au passage, la photo de droite, qui est une photo de Chianti Classico, illustre, je dirais, l'état d'esprit avec lequel nos voisins peuvent aborder la notion d'AOC, beaucoup moins rigide que le nôtre. Vous voyez, ils n'ont pas hésité à donner le nom Chianti Classico à des huiles d'olive. Je ne pense pas qu'en France, on ne va pas parler d'huile d'olive en Bourgogne, mais je ne pense pas qu'on apprécierait de voir une huile d'olive appelée Côte-du-Rhône. L'IGP, donc indication géographique de provenance, garantit le lien entre le produit et le territoire d'origine avec moins de contraintes sur les conditions de fabrication. Donc le règlement agriculture biologique existe également au niveau européen. Au passage, ça a même été le premier signe de qualité européen, donc avoir la même norme, les mêmes conditions de production dans l'ensemble des pays de l'Union. Donc il est défini par un règlement communautaire qui date de 1991, qui définit les règles de production agricole, aussi bien au niveau des productions végétales que de l'élevage, mais également les règles de transformation, d'importation et d'étiquetage. Il définit également les conditions de certification par un organisme, donc chaque État doit agréer une liste d'organismes chargés de veiller au bon respect de la réglementation. Ce règlement est actuellement en cours de révision et apparemment il va vers un certain allègement de certaines contraintes, ce qui fait plutôt protester, je dirais, la filière française. Ensuite, les derniers signes au niveau européen, on va trouver des spécialités traditionnelles garanties, donc qui garantit l'aspect traditionnel d'un produit. Ça s'applique à des produits traditionnels dont la spécificité est reconnue. On va trouver là-dedans un grand nombre de bières belges comme les gueuses, les lambics, etc. Des fromages suédois, le jamón serrano espagnol ou le lait frais de Granja espagnol. En France, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont sous ce signe de qualité. Il y a des moules de Bouchot qui peuvent y prétendre. Ensuite, au-delà de ces signes officiels de qualité, donc ceux qu'on peut retrouver sur les étiquettes, on va trouver des réglementations qui peuvent aller dans le sens de la qualité. Et en particulier en France, et c'est mis en place depuis quelques années, une démarche qu'on appelle qualification agriculture raisonnée. Ce n'est pas un signe de qualité, c'est une démarche qui assesse que l'agriculteur s'engage dans des pratiques respectueuses de l'environnement.
et qui peut donner, dans le cas du vin, à des marques collectives privées. On peut voir un certain nombre de viticulteurs qui revendiquent la pratique de l'agriculture raisonnée à travers des marques comme Terra Vitis ou Vitealis. À côté de ça, dans la première diapositive que je vous ai montrée, il y avait beaucoup de faux frères, c'est-à-dire beaucoup de signes qu'on trouve sur les étiquettes, mais qui ne sont pas des signes officiels de qualité. Par exemple, des signes comme critères qualité certifiés, atouts certifiés qualité, qui sont des signes privés, donc gérés par généralement des consortiums d'entreprises et mais qui n'ont aucune garantie de l'État. On peut trouver plus récemment des labels type Max Havelaar, donc qui garantissent le côté équitable du produit. Alors est-ce qu'équitable est bon je pense qu'on va poser la question. Après, on peut aussi trouver des marques de distributeurs. Et la plupart des grandes chaînes de distribution, Auchan, Casino, Carrefour, ont développé leur propre marque. Derrière ces marques-là se cachent, entre guillemets, des cahiers des charges qui sont parfois très exigeants sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre de contraintes, et qui sont imposés à la production sans que le producteur puisse revendiquer les bénéfices éventuels de ces cahiers des charges. Ces cahiers des charges sont liés uniquement à la marque, et la marque est la propriété exclusive du distributeur. Donc voilà un petit peu un rapide aperçu sur les différents signes de qualité, sur la complexité du problème et sur la nuance qu'il peut y avoir entre signe officiel de qualité et signal de qualité tel qu'il peut être perçu par le consommateur. Merci beaucoup Jacques pour cet éclairage. On pourrait qualifier d'un peu didactique au bon sens du terme. C'est un effort que personnellement je ne vois pas très souvent dans la littérature, cette clarification. Et donc je remercie beaucoup de nous faire partager. Alors, on va passer maintenant la parole à Jacques Fanet, qui va nous parler beaucoup du vin sans doute, mais aussi d'autres choses, avant d'envisager d'ouvrir sur des fruits et légumes et sur d'autres produits. Mais pourquoi? Parce que l'AOC est toujours, là encore, on a l'impression d'une terre de contraste. C'est à la fois dans cet univers extrêmement fouillis, désordonné, extrêmement riche à la fois. L'AOC, c'est vraiment la stabilité, l'historicité, des fondements. Alors là, reconnus par les producteurs, par les consommateurs, par les pouvoirs publics qui ne sont jamais autant engagés dans un signe officiel. Et en même temps, je ne sais pas si c'est un signe aussi décrié. On dit que les consommateurs ne le reconnaissent pas, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. On dit que c'est un frein peut-être même à l'export. Alors on ne comprend plus vraiment bien. Ça serait bien, Jacques, que tu puisses nous éclairer un peu là-dessus. Déjà de dire d'où ça vient finalement. On a l'impression quand même que c'est quelque chose d'assez solide, qui est un peu mis à mal, mais qui est quand même encore fort. Et d'où ça vient alors? Bien, je vais essayer en 10 minutes de tenter de donner quelques grandes lignes de réponse aux questions que vient poser Hervé Hanin. D'abord, je voudrais dire le plaisir que j'ai à être ici et apporter une petite précision, c'est que je suis là peut-être plus en tant qu'ancien directeur adjoint de l'Institut national des appellations d'origine que directeur du syndicat des coteaux du Languedoc, quoique, mais ça me donne quelques libertés par rapport à parler un peu plus de l'appellation d'origine contrôlée. Alors, un petit peu d'histoire. Les appellations d'origine, on peut remonter au milieu du 19e siècle pour commencer à voir les premiers signes d'organisation de l'appellation d'origine contrôlée qui n'en porte pas encore le nom à cette époque-là. C'est à l'occasion des premières expositions universelles où on va demander aux deux plus grandes régions françaises, la Bourgogne et le Bordeaux, de faire de proposer des classements des crus de leurs différents secteurs. Alors, je voudrais tout de suite apporter une rectification que l'on fait trop souvent. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit peu impoli,
Mais je voudrais revenir sur la conclusion de Monsieur le Président de l'Université tout à l'heure, en ouverture du congrès, qui a parlé que les produits de terroir étaient une spécificité française et qu'il fallait qu'on fasse savoir partout que c'était vraiment quelque chose de profondément français et ancré dans notre culture. Et là, je suis désolé de le contredire, mais en tant qu'ancien responsable des relations et coopération internationale à l'INAO, c'est quelque chose qui est complètement faux. Des produits de terroir, il y en a partout dans le monde. Je vous invite d'ailleurs à participer à l'atelier numéro 3 avec Laurence Bérard et Philippe Marchenet, qui vous expliqueront comment des produits de terroir, il y en existe partout dans le monde, et notamment dans le domaine du vin. Nous avions, au milieu du XIXe siècle, déjà plus d'un siècle de retard sur la région de Tokai en Hongrie, qui avait défini son produit de manière extrêmement précise, ou la production de Porto, qui de la même manière, au XVIIIe siècle, avait défini de manière très claire ce produit. Donc, les vins français commencent à avoir une certaine réputation, à la fois en France et à l'international, et puis une catastrophe gigantesque va s'abattre sur la France et sur l'Europe entière, qui est l'arrivée du phylloxéra. C'est un petit insecte qui vient d'Amérique et qui va détruire la totalité des vignobles français, donc à partir de 1860. Et cette crise du phylloxéra va plonger la viticulture française dans une situation de marasme économique terrible. On va très rapidement trouver les solutions, puisque on va trouver des plants américains qui, eux, résistent à cet insecte terrible. On va greffer les plants français dessus, et donc progressivement, on va reconstruire le vignoble français. Mais entre-temps, comme il fallait abreuver le consommateur français, qui buvait quand même à l'époque plus de 100 et quelques litres de vin par jour, par tête de pipe, par an. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc 100 et quelques litres de vin par an et par tête de pipe. Et donc on va fabriquer des vins avec un peu n'importe quoi, avec de l'eau, du sucre, de l'acide, avec des raisins secs. On va développer un vignoble en Afrique du Nord qui va très rapidement produire une quinzaine de millions d'hectolitres. Et quand les viticulteurs français ont trouvé la solution au phylloxéra, on va se retrouver face à une situation absolument dramatique de surproduction, puisque à la production de vrais vins va se trouver confrontée cette production de vins frelatés et la concurrence des vins d'Afrique du Nord. Et notamment, la catastrophe est grande pour l'ensemble de la viticulture française, mais surtout pour les régions viticoles qui ont déjà mis en place des produits de terroir et qui ont fait connaître leur nom, puisque les noms de Bordeaux, Bourgogne, etc. vont être utilisés à volo pour désigner n'importe quel produit. Et donc la première étape de la mise en place de l'appellation d'origine, c'est la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, qui va notamment faire un premier pas, une première étape en disant il faut délimiter les zones à l'intérieur desquelles on va pouvoir utiliser les mots Bordeaux, Champagne, etc. Et on va confier ça à l'administration française, qui va donc très rapidement définir un certain nombre d'appellations, mais l'administration va montrer son incompétence en la matière, et très rapidement, en Champagne notamment, quelques petits malins du département de la Marne réussiront à faire croire qu'il n'y a de Champagne que de la Marne, et mettant de côté les producteurs de l'Aube, et très rapidement, on va aboutir à des émeutes. On parle beaucoup actuellement dans le Languedoc des émeutes de 1907, mais il y a eu des émeutes très violentes en Champagne en 1911. Et parce que la décision ne mécontentait tout le monde, les gens de la Marne ne voulaient pas qu'on aille chercher du champagne dans l'Aube, les gens de l'Aube se sentaient rejetés par les gens de la Marne, et très rapidement, donc cette première loi fut abandonnée. La guerre de 14-18 va laisser un peu traîner l'affaire, mais dès la sortie de la guerre, une loi du 6 mai 19 va premièrement parler pour la première fois d'appellation d'origine, et puis deuxièmement, revenir sur cette délimitation, mais confier ça aux tribunaux, puisqu'on s'adresse à des problèmes de propriété privée, et donc c'est les tribunaux qui vont essayer, avec des experts, donc qui étaient un peu plus compétents que les gens de l'administration, de délimiter ces zones. Alors, ça va être une petite évolution, mais pas suffisamment importante, parce que à l'intérieur de la zone de Bordeaux, on pouvait produire du vin aussi bien avec du Cabernet ou du Merlot, qui sont les grands cépages bordelais, mais qu'avec des hybrides qui avaient été plantés.
On a parlé tout à l'heure du roquefort avec l'utilisation de lait de vache et de lait de brebis, et c'est l'histoire du roquefort qui va un peu faire la petite étincelle dans le secteur viticole. En effet, en 1925, une loi qui va définir le roquefort précisera que le roquefort, désormais, c'est uniquement avec le lait de brebis et qu'il est interdit d'utiliser du lait de vache pour fabriquer du roquefort. Et donc, les viticulteurs vont se dire, mais effectivement, à l'intérieur de la zone qui est délimitée, il faut essayer également d'apporter des éléments supplémentaires comme les cépages. Et c'est une loi de 1927 qui va apporter cette précision supplémentaire et définir un certain nombre de cépages. Alors, cette loi, en fait, loi de 6 mai 19, loi de 22 juillet 27, sont toutes les deux basées sur le pouvoir des tribunaux à définir les appellations d'origine. On est dans une période de crise, à la fois dans la viticulture, la surproduction existe encore, le monde entier est en train progressivement de sombrer vers la crise des années 30, et c'est le début de la mise en place d'un système extrêmement encadré de la production du vin en France, en général, et à laquelle va échapper, il y a toute une série de restrictions qui sont imposées, et les appellations d'origine vont y échapper. Et donc, il y a beaucoup au niveau des tribunaux, il va y avoir un certain nombre de jugements, d'ententes entre vignerons. Je suis à l'intérieur d'une zone traditionnellement du Minervois, par exemple. Il y a un copain qui aimerait bien y rentrer aussi. Je l'attaque. Je dis, t'as pas le droit de faire du Minervois. On va devant le tribunal et on se met tous les deux d'accord pour que tous les deux on fasse du Minervois. Voilà un peu le genre d'excès qui a abouti à une production pléthorique d'appellations d'origine au début des années 30. Et la crise est extrêmement profonde, très profonde, dans tous les milieux viticoles français. Je me souviens toujours d'un représentant du ministère de la Culture qui présentait les appellations d'origine il y a quelque temps dans un colloque étranger et qui disait qu'en 1935, les producteurs d'appellations d'origine contrôlée avaient voulu mettre en place l'AOC pour protéger leur rente de situation. Eh bien, la rente de situation de 1930, elle n'était pas très joyeuse. Et c'est un des éléments forts qui va conduire à la création, en 1935, du système des appellations d'origine contrôlées, dans lequel on va non seulement dire, pour pouvoir utiliser le mot Bordeaux, il faut se mettre à l'intérieur d'une zone, un certain nombre de communes, mais on ne pourra le faire que sur certains terrains. De plus, il faudra utiliser des variétés bien précises, qui sont des variétés traditionnelles, avec un rendement et des normes de décret, etc., qui vont donc préciser le système des AOC, donc, où on va essayer de codifier tout ce qui étaient les éléments qui permettaient de définir une appellation d'origine. Et comme on sort de 30 à 40 ans d'une crise extrêmement profonde, eh bien, les producteurs vont être extrêmement rigoureux dans la définition de ces appellations d'origine contrôlée. Et très rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, la production d'appellations contrôlées va se développer. Vous voyez les chiffres, 5 millions en 1950, 10 millions d'hectolitres en 1970, pour aboutir à 24 millions d'hectolitres, c'est-à-dire pratiquement la moitié de la production française en l'an 2000. Entre-temps, la consommation d'AOC a été multipliée par 6 dans cette période. La consommation par tête est passée de 4 à 15 litres par an d'appellation d'origine contrôlée. Et les exportations ont été également multipliées par 10 entre 1950 et 2000, c'est-à-dire un succès énorme qui a apporté dans les campagnes une certaine richesse. Et donc, en 1990, je repasserai sur le problème de la dégustation après, en 1990, l'État français estime que la voie de l'appellation d'origine contrôlée est une voie qui, contrairement à la politique de productivité à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait donner à manger à tout le monde, et donc on a développé la notion de productivisme qui aujourd'hui coûte très cher aux différents États. Et voilà un système d'appellation d'origine contrôlée qui, lui, n'avait jamais rien demandé à personne, jamais la moindre subvention, et qui permettait à des gens de vivre sur leur territoire. Et c'est la raison pour laquelle donc, l'État va étendre la notion d'appellation d'origine contrôlée aux fromages et aux autres produits agroalimentaires, qui avaient déjà des systèmes un petit peu équivalents, mais qui vont, disons, se mouler dans le système d'appellation d'origine contrôlée, avec notamment un élément extrêmement important qui a été mis en place en 1935, c'est que puisqu'on avait vu que l'État et les tribunaux avaient été incapables de gérer le système des appellations d'origine contrôlée, on les a confiés, ce système, à ceux qui le connaissaient le mieux, c'est-à-dire aux producteurs eux-mêmes.
Et donc en 1935, ce sont les producteurs qui étaient tous réunis au sein d'un comité national de l'INAO qui ont défini les appellations d'origine contrôlée et qui ont donc défini avec la rigueur qu'ils ont connue au début. Alors, je termine rapidement pour dire qu'on pourra y revenir au cours de la discussion. C'est le même système qui a été mis en place dans le système des fromages et des autres produits agroalimentaires et qui a apporté un certain succès. Pendant ce temps-là, on peut se poser des questions parce que c'est la période où le système des vins commence à perdre un petit peu des parts, enfin à perdre beaucoup de parts de marché sur le marché étranger face à une concurrence mondiale grandissante. Et on pourra y revenir, mais c'est un peu comme toutes les grandes sociétés florissantes qui démarrent, qui prospèrent, qui s'agrandissent, qui un beau jour deviennent tellement riches qu'elles en ont complètement oublié les éléments fondamentaux qui ont été à la base de leur construction et qui s'effondrent sur elles-mêmes. Alors, j'espère qu'on n'en est pas là. Il y a des solutions, avec notamment la réforme des AOC de l'agrément qui est mise en place à l'heure actuelle, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est ce que vit un peu le secteur des AOC en France. Fort heureusement, on a quand même quelques bonnes raisons d'espérer dans l'avenir sur cette notion qui est certes aujourd'hui admirée et copiée dans l'ensemble du monde entier, mais qui aujourd'hui connaît quelques difficultés. Merci. Merci Jacques. Pendant que Raphaël Martinez, à qui on a demandé de nous éclairer sur ce qui se passe dans un monde qui est un peu cousin du vin, mais qui est quand même très, très différent, c'est le monde des fruits et légumes, dans lequel là on a une énorme diversité aussi même de produits, même au sens botanique du terme, et des signes de qualité aussi d'une extrême diversité. Pendant qu'il s'installe, je voudrais demander quand même à Jacques Fanet une question qui vient à l'esprit quand on entend cet exposé, qui est effectivement, à mon avis, tout à fait éclairant, parce que je crois qu'on comprend bien l'appellation, que si on remonte à l'histoire, je crois que c'était vraiment pas une perte de temps, et je te remercie. Tout de même, on a l'impression aujourd'hui que quand on parle d'appellation, on parle facilement d'authenticité, on parle facilement de typicité, mais on se retient à deux fois avant de parler de qualité. On hésite, on se dit est-ce que c'est un signe de qualité ou pas, enfin c'est un signe officiel de qualité, mais comme un concept, et c'est plus facile de dire que c'est un signe officiel de qualité que de dire que c'est une promesse de qualité au sens où on pourrait l'entendre. Alors qu'on a l'impression quand même, quand on t'écoute, que finalement l'appellation a construit toute sa notoriété quand même sur la qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'elle a peine à revendiquer cette qualité? Alors, cette notion de qualité et origine a toujours été un des problèmes fondamentaux, existentiels de l'appellation d'origine contrôlée. Quand on parle d'appellation d'origine contrôlée, le mot le plus important qui apparaît, c'est origine. Origine, c'est-à-dire que ce que l'on garantit, c'est que le produit correspond, il vient bien d'une zone bien précise, il vient bien de Bordeaux ou de Bandol ou de Gevrey-Chambertin, et qu'il répond à des conditions de production qui ont été élaborées au cours des siècles, mises au point au cours des siècles, et qui ont été codifiées effectivement en 1935. Alors ce qui est absolument indiscutable, c'est que ce qui a fait la notoriété de l'appellation d'origine contrôlée, c'est le fait que la qualité était associée à la notion d'appellation d'origine contrôlée. La notion d'AOC en elle-même, c'est pas parce que, alors évidemment, il y avait une garantie vis-à-vis à la fois du producteur qui était protégé contre les usurpations et à la fois une garantie du consommateur pour bien lui garantir que le produit vient bien de Bordeaux, du Jura ou de la vallée du Rhône. Mais il n'y a pas eu au départ de nécessité de définir la notion de qualité parce que les produits qui ont fait la notoriété du système AOC, au départ, étaient des produits incontestablement de très grande qualité. Ce n'est pas la notion d'AOC en elle-même qui aurait fait frémir les papilles d'un certain nombre de dégustateurs si ce n'avait pas été des vins de qualité. Donc incontestablement, la qualité qui avait été élaborée au cours des siècles était, disons, à la base de la notion de l'appellation d'origine contrôlée. Et quand je disais tout de suite, je parlais des sociétés qui avaient perdu leur repère et leurs racines, c'est un petit peu ça qu'on a perdu au niveau de l'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire que on a été extrêmement rigoureux en 1935 quand on a défini les différents produits, et puis le succès aidant, la richesse arrivant dans les régions, on a un peu oublié des fois que c'était aussi, qu'il y avait aussi une exigence
de la part du consommateur en termes de qualité. Et beaucoup l'ont regardé, hein, beaucoup de producteurs l'ont regardé. Un certain nombre qui sont venus dans le système plus tard n'y ont pas pris attention. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'ai passé très rapidement, enfin j'ai passé par-dessus tout à l'heure, on a mis en place en 1974 la dégustation obligatoire de l'ensemble des produits d'appellation d'origine contrôlée, qui a incontestablement fait faire un bond qualitatif à l'ensemble des produits. Puis le système est devenu un petit peu, répétitif, et on a perdu, là encore, les éléments qui devraient venir. Alors c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture vient d'imposer une nouvelle réforme, puisque l'une des grandes critiques qui était faite au système AOC, c'est que c'était les producteurs et les négociants eux-mêmes qui dégustaient les produits. Et donc, dans la nouvelle réforme, un des grands éléments de la réforme, c'est que les systèmes de contrôle des appellations d'origine, comme d'ailleurs pour les autres normes de certification, va se faire par des organismes indépendants à la profession. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, on va quitter un petit peu, on va s'éloigner un peu de l'univers du vin pour voir un peu dans le domaine des fruits et légumes. Et Raphaël Martinez, qui œuvre dans ce secteur depuis plusieurs années, lui se trouve confronté à la fois à l'énorme diversité. D'abord, il me dira un peu ce que c'est que la qualité dans les fruits, dans les légumes, par rapport aux dates de cueillette, par rapport, on ne comprend pas toujours, ce qui est parfois pourtant évident et qu'on peine à percevoir si facilement. Et en même temps, là encore, l'extrême diversité des signes de qualité qui font que le consommateur est bien perplexe. Et en même temps, comment on arriverait finalement à faire coller, ce qui semblerait un problème assez simple, en réalité tellement complexe, les attentes des consommateurs et des signes qui soient au moins probants sur le plan au moins analytique, à défaut peut-être de trouver le signe de qualité universel et holiste dont on pourrait peut-être rêver. Raphaël, tu as la parole. Bien, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de vous faire un panorama de cette filière vis-à-vis des signes de qualité. Alors je vais essayer d'apporter une contribution. Je vais être un peu provocateur. J'ai peur que je n'apporterai pas grand-chose en termes d'éclairage, parce que je vais plutôt apporter de la complexité. Mais je crois que la complexité aujourd'hui fait partie de cette question, et on doit tous ensemble en prendre conscience. Donc je vais vous présenter quelques éléments d'information en deux parties. D'abord le panorama de l'offre de la filière des fruits et légumes vis-à-vis donc de signes de qualité. La deuxième partie, c'est en face quelles sont les attentes, puisque comme le disait Hervé, un signe c'est fait pour se parler entre, on va dire, deux individus. Donc il y a celui qui propose le signe et puis il y a celui qui est en face qui doit le comprendre. Et le problème aujourd'hui, c'est que plus ça va et moins les gens comprennent le signe. Et donc la réponse, quelle réponse? J'ai peur de moi-même de ne pas en apporter. Mais on va voir. Alors en termes de signes officiels, la présentation a été faite sur le contenu, sur l'histoire, donc je ne reviendrai pas. Des signes officiels de qualité en fruits et légumes, juste l'illustration pour notre filière en termes d'appellation d'origine contrôlée. Il y a 10 appellations d'origine contrôlée pour les fruits et légumes en France. Je peux vous en faire très rapidement la liste. C'est le chasselas de Moissac, le muscat de Ventoux, la pomme du Limousin, etc. Bon, je passe, il y en a 10. Ça représente donc des volumes relativement faibles par rapport à l'offre produit. On peut rajouter, en termes de signes officiels également, maîtrisés par donc, les pouvoirs publics, le label rouge, pareil, marque collective. Le label rouge, j'en ai compté 8, parmi lesquels on va citer l'ail rose de Lautrec, le kiwi des pays de l'Adour, la carotte du sable de Créance, etc. etc. Donc, je vais prendre juste un exemple dont on parlait tout à l'heure. Le coco de Paimpol est en AOC. Le haricot tarbé, qui est à peu près le même, mais produit 800 km plus bas, lui est en label rouge. Je mets au défi quiconque de savoir la différence, surtout de savoir qu'il y a une différence et de savoir sur quoi elle repose. Ça, c'était en termes de signes officiels de qualité. On peut rajouter également, je continue sur les signes officiels, donc la certification de conformité produit, qui est plus récent. Il y a quelques produits, fruits et légumes également sous signe. On va rajouter donc le label d'agriculture biologique, donc qui a été également détaillé par Jacques tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, et qui concerne bien évidemment un certain nombre de produits de production de fruits et légumes en France. Et on peut rajouter également l'identification géographique protégée, donc la mention européenne qu'ont choisi certains producteurs. Alors, moi ce que je voudrais retenir de ces signes officiels de qualité, c'est donc la complexité. Jacques l'avait présenté, je pense que pour les fruits et légumes c'est à peu près évident, et surtout le fait que ces signes officiels de qualité reposent ou proposent des choses qui sont finalement assez différentes. Certains
proposent des mentions sur l'origine et garantissent l'origine, je pense à l'AOC. D'autres, les qualités, on va dire organoleptiques des produits, je pense par exemple au label rouge. Le lien historique avec l'identification géographique protégée ou l'AOC. Et puis certains, la protection de l'environnement. Je pense à l'agriculture biologique, qui met avant tout, évidemment, la protection de l'environnement dans son message. Donc ça veut dire que sur les signes officiels de qualité en fruits et légumes dont on voit qu'ils sont nombreux, en plus, ils véhiculent plusieurs messages. Et donc déjà, c'est un petit peu complexe. Voilà pour les signes officiels. Si je devais m'hasarder un chiffre de représentativité, parce que je pense que c'est important, c'est-à-dire parmi l'offre des fruits et légumes, on va rester français, enfin, on pourrait même l'élargir, peu importe. Parmi l'offre de fruits et légumes proposée aux consommateurs français, que représentent les signes officiels? Moi, je dirais 5. Voilà, bon, on est à peu près tous d'accord, ça va, on partage le risque. 5% de l'offre aujourd'hui, donc, qui bénéficie d'un signe officiel, donc, dont on a vu qu'il y en a 5 et pas forcément sur des mentions identiques. À côté de ça, comme l'a dit Jacques tout à l'heure également, il y a des marques. Il y a des marques commerciales ou des démarches commerciales. Alors, encore une fois, une petite illustration. Pour les fruits et légumes, d'abord, il y a des marques de distributeurs. La filière qualité Carrefour, Nature Choice pour les Anglais, Terre et Saveur, etc. Il y a les clubs de producteurs qui essentiellement aujourd'hui reposent sur la mise en avant et la garantie d'une variété. Je pense à Pink Lady pour la pomme ou la variété Ariane. Il y a des marques d'entreprise où on va parler de qualité de marketing. Donc c'est Prince de Bretagne, c'est Perles du Nord, c'est Soldiv, c'est les Crudettes. Ce sont des marques pour lesquelles les entreprises sont suffisamment représentatives pour avoir la capacité à communiquer auprès des consommateurs. Et puis, on en restera là. Alors, sur ces aspects de marque commerciale, dont Jacques a bien dit tout à l'heure qu'elles sont privées, donc elles ne sont absolument pas garanties par le domaine public, même si elles sont contrôlées, attention, elles sont contrôlées, mais c'est un accord, on va dire, qui est passé entre les producteurs et les distributeurs sur un cahier des charges. C'est que le contenu est encore une fois différent. Parfois, on va avoir des garanties de qualité organoleptique, parfois avoir des garanties de respect de l'environnement, parfois on va avoir des garanties de variété, et d'autres fois on aura des garanties relativement faibles, mais on va apporter une démarche marketing. Donc là aussi, on a une diversité énorme. Alors, si on devait se hasarder à un chiffre de représentativité de ces marques pour la filière, je dirais bon, c'est largement plus important que les signes officiels, parce que les distributeurs, les grands distributeurs, on va dire, les grandes enseignes, qui, en France, maîtrisent entre 60 et 65% aujourd'hui de la distribution de fruits et légumes frais. Ces marques, ces enseignes de distributeurs, la plupart reposent et mettent en avant, on va dire, prioritairement leur marque de distributeur. Donc, je dirais, allez, on va dire entre 30 et 50% de l'offre de fruits et légumes en France bénéficie d'une façon ou d'une autre, ou d'une marque de producteur, ou d'une marque de distributeur. Et puis après, il y a le reste. Le reste, c'est quoi? C'est tout simplement l'absence de signalisation. Parce que ce qui caractérise bien la filière des fruits et légumes, j'allais dire, c'est les Balkans. Moi, j'aime bien utiliser cette expression avec votre autorisation, mais c'est qu'on n'y voit rien. Et pourquoi on n'y voit rien? Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe avec les fruits et légumes? C'est qu'on les prend et on les met en rayon. Et quand on les met en rayon, on les sort de leur emballage. Or, l'identification ou le signe est la plupart du temps sur l'emballage. Et relativement peu sur les produits. Sauf depuis quelques années sur les produits qui sont élaborés ou semi-élaborés. Je pense aux barquettes ou je pense à la salade de 4e gamme, par exemple. Donc vous voyez que pour, on va dire, la moitié de l'offre fruits et légumes en France, on a une absence de signalisation, donc de garantie, qui va faire que le consommateur, pour se référer à son acte d'achat ou pour avoir des repères par rapport à son acte d'achat, il n'a pas 36 solutions, soit il joue au loto, soit il regarde le prix, et ça je vais en parler après, soit la troisième possibilité, c'est d'avoir un interlocuteur qui va lui donner quelques garanties, mais de façon orale. Et donc là, c'est quoi? C'est en général, c'est l'agriculteur qui a cette capacité-là. Et donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, on va dire qu'on a un mouvement aujourd'hui de retour vers les actes d'achat pour les fruits et légumes, vers les marchés, où on va avoir des marchés paysans, des marchés fermiers dans les régions de production, où on va avoir des marchés urbains, mais avec des gens qui sont des spécialistes du métier, donc qui vont pouvoir
avoir l'information sur qui produit et comment je passe ce message. Donc en fait, la signalisation, le signe, finalement, il n'existe plus, je dirais, de façon matérielle, mais il existe de façon orale. Donc voilà un petit peu pour le panorama, et donc je voulais faire ressortir un petit peu la complexité. Alors, par rapport aux attentes, maintenant, je vais juste peut-être revenir en arrière, parce que tu as évoqué tout à l'heure une question qui est essentielle, c'est sur la qualité, je veux dire la qualité organoleptique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la qualité, on va dire, gustative de fruits et légumes? Et la plupart du temps, les gens ne savent pas. Et c'est relativement simple, en fait. Mais je pense qu'il faut le dire. Sur les fruits, c'est quoi? C'est le fait que le fruit va être cueilli au moment où il est mûr. Et vous prenez le problème dans tous les sens, on ramène à ça. En fait, le reste, ensuite, le fait qu'aujourd'hui, on dit on a perdu les lieux communs, on a perdu le goût des fruits, etc. C'est pourquoi? C'est parce que les contraintes logistiques ont fait décaler les agriculteurs de la cueillette au moment de maturité optimum. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça me paraissait évident, mais en discutant avec Hervé, je me suis aperçu qu'il ne le savait pas lui-même. Donc je vous le livre au cas où vous ne le soyez pas. Mais bon, il a plusieurs lacunes. La deuxième lacune, c'était sur les légumes. Les légumes, c'est quoi? Le critère, il est archi évident aussi. Il est un petit peu différent. C'est pas le moment de la maturité, parce qu'en légumes, c'est relativement étalé, la maturité. C'est le délai entre la cueillette et la consommation. C'est la fraîcheur. C'est pour ça que je vais un peu, là aussi, apporter une contradiction par rapport à ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Comme tout à l'heure, Jacques a fait une contradiction. Une des personnes de M. Baudet, Bardet, pardon, a dit oui, mais par exemple, regardez les asperges du Pérou, etc., elles ne sont pas bonnes. Alors, le problème, c'est pas ça. Les asperges du Pérou peuvent être d'excellente qualité. Il parlait des légumes de contre-saison en général. Il parlait des légumes de contre-saison en citant l'asperge du Pérou. Je trouve que je connais bien cet exemple, donc je peux en parler. Elle peut être d'excellente qualité parce qu'ils sont organisés de façon logistique pour que les asperges, je dirais, 24 heures après la cueillette, montent sur un avion. Donc 12 heures après, l'avion est à Orly. Et quelques heures après, il peut être effectivement chez le distributeur ou le consommateur. Et le produit, à ce moment-là, sera de qualité. Donc ce n'est pas l'asperge du Pérou qui n'est pas de bonne qualité. C'est le circuit logistique et de distribution qui empêche que le produit soit de bonne qualité. Parce que l'utopie, ou je dirais le schéma idéal logistique que je vous ai cité, en fait, souvent se transforme parce que les produits partent sans avoir d'acheteur, et donc ils vont traîner pendant quelques jours au marché, puis traîner chez le grossiste, puis traîner chez le... Donc vous allez le consommer 10 jours ou 15 jours après sa cueillette. Mais ce n'est pas parce qu'elle vient du Pérou, c'est parce qu'elle a subi donc un circuit logistique important. Voilà, je voulais quand même faire cette précision. Et la deuxième partie que je vais là aussi... Alors, les attentes des consommateurs. Les attentes du consommateur. Alors, je vais juste citer quelques chiffres d'une étude Credo qui vient de paraître et que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vue. Elle porte sur les fruits et légumes, mais également les produits de marée. La consommation est en baisse, ça on le sait. 16% en 5 ans, c'est énorme pour les fruits. 15% en 5 ans pour les légumes. Mais actuellement, on a un phénomène de stabilisation. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, le deuxième effet que souligne cette étude, c'est l'effet générationnel. C'est-à-dire qu'il y a une habitude de consommation très très différente évidemment entre nos grands-mères et nous. Et encore, je parle de nous, on devrait parler de nos épouses parce que c'est elles qui s'occupent de nos légumes. Et normalement, elles devraient en tout cas s'en occuper. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher évidemment d'en faire une. Plaisanterie. Ça n'engage que lui, bien sûr. Hein. Plaisanterie mise à part. Il me semble qu'en privé, on tient le même genre de discours. Non, mais plaisanterie mise à part, pour la génération des 18-27, les dépenses des achats de fruits et légumes annuellement, c'est 55 €. Ils n'achètent pas de fruits et légumes. En comparaison, les dépenses de la génération 60-70 ans, c'est 400 €. Vous voyez ? Il faut savoir qu'en France, la consommation de fruits et légumes est au-dessous de la préconisation santé. Elle est au-dessous de l'ordre de 15% de la préconisation santé. Donc vous voyez qu'on a quand même un certain nombre de questions de fond sociétales qui ne sont pas liées exactement au signe, mais qui, à mon avis, font question. Et quelles sont les raisons du non-achat de fruits et légumes en France? La première, 26%, c'est trop cher. La deuxième, 17%, c'est que ça ne se conserve pas. Alors, si je devais, là aussi, risquer un peu une synthèse, moi je trouve qu'il y a un décalage
en fait, quand on parle de signes. Il y a un décalage à plusieurs niveaux. Il y a un décalage dans la complexité et il y a un décalage dans l'offre, dans le contenu du signe. Que propose le signe? Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des demandes qui montent sur un certain nombre de critères. Le premier, c'est le prix, c'est l'accessibilité. Et aujourd'hui, on est en plein questionnement sur le problème de pouvoir d'achat. Et les fruits et légumes sont touchés au plus haut point. Et c'est une des raisons pour lesquelles le ministre est en train d'étudier la possibilité de pouvoir faire des livraisons gratuites, enfin prises en charge par les pouvoirs publics, de fruits et légumes dans les écoles. Parce que ça, effectivement, ça entraîne des questions graves qu'on a vues avec les chiffres que je vous évoquais tout à l'heure sur les niveaux de consommation. La deuxième montée en puissance des demandes et des attentes, c'est sur l'argument santé. Parce qu'à force de nous rabattre les oreilles avec le fait qu'il fallait manger des fruits et légumes, ça commence à passer. Le 5 par jour, le plan national de nutrition et de santé, le PNNS, numéro 2, qui préconise la consommation de 5 fruits et légumes par jour, porte ses effets. D'abord, il est basé quand même sur une base scientifique solide. Et donc, les gens, aujourd'hui, de plus en plus, ont cette attente-là. Et la troisième, et ça me paraît excessivement important, la troisième attente, le troisième critère, c'est la problématique de protection de l'environnement. Les gens sont conscients qu'effectivement, produire des fruits et légumes, enfin tout produit agricole a des effets néfastes sur l'environnement, etc. Je vous passe, je fais la synthèse. Et donc on mélange un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, alors les fruits et légumes, il y a deux problèmes. C'est que quand on met des produits phytosanitaires, petit 1, on abîme l'environnement. Et petit 2, il va rester des résidus, on appelle ça des résidus en plus, sur les fruits. Parce qu'en plus, ils se consomment frais pour la plupart d'entre eux. Donc les attentes aujourd'hui, elles sont là, l'inquiétude, elle est là, la demande sociétale, elle est là. Donc, pour ce qui est des signes, qui portent plus, on l'a vu tout à l'heure, sur majoritairement l'origine et la qualité organoleptique, mais je pense qu'il y a un décalage, et il y a un décalage de plus en plus important qui me semble être nécessaire de prendre en compte. Voilà. Merci Raphaël. Alors, on comprend bien que c'est de plus en plus fouillis, donc on n'est pas sûr d'éclairer vraiment, mais en tout cas, on est à peu près sûr de prendre de plus en plus et de mieux en mieux conscience de la complexité. Et on comprend qu'à ce moment-là, des gens qui sont des amateurs très éclairés eux-mêmes aient envie d'y voir clair, aient envie de raisonner un peu en club et de se dire, mais au fond, nous, on aimerait bien, finalement, donner une espèce de définition. Alors, c'est le cas de Slow Food. Slow Food France, représenté par Jean Lhéritier, mais Slow Food en général, ce mouvement, eh bien, qui finit par se proposer une définition, parce qu'on voit bien que les signes de qualité ne s'en sortent pas, finalement, de façon, en tout cas, universelle. Chacun apporte son écho, mais personne ne peut prétendre à l'universalité. Alors, Slow Food non plus, enfin, en tout cas, Jean Lhéritier va nous dire, est-ce que Slow Food a trouvé la panacée, le signe de qualité universel qui permettrait de nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon? J'en doute un peu. En tout cas, il y a quand même une démarche dans ce sens-là, une démarche un peu plus holiste avec le produit bon, juste. Bon, propre. Expliquez-nous. Merci. Oui, alors en fait, c'est vrai que d'abord, je voudrais préciser que Slow Food, ce n'est pas une tendance de mode, comme parfois les journalistes l'imaginent en nous téléphonant en disant nous sommes en train de faire un dossier sur les tendances de l'alimentation, il y a le Slow Food. Non, Slow Food, c'est plutôt un mouvement, une association, ce qu'on appelle la société civile, des gens qui réfléchissent et qui agissent. Je vais vous donner beaucoup moins d'informations précieuses, concrètes, de clés, de réponses. Je vais plus vous montrer comment cette association questionne un petit peu notre système alimentaire. Il y a aussi des gens qui pensent qu'on est un bon carnet d'adresses pour trouver les bons produits. Bon, c'est vrai qu'on les connaît souvent, mais je crois qu'on est surtout on est dans cette lame de fond d'une société qui s'interroge sur ce qu'elle mange. Alors, enfin, on est un peu inclassable déjà, parce qu'on n'est pas un mouvement catégoriel type syndical, on n'est pas un mouvement consumériste, association de consommateurs, on n'est pas non plus des gens qui font le marketing des produits, et on n'est pas non plus, bien qu'on s'intéresse à la biodiversité, dans la logique du patrimoine et des conservatoires. En fait, on est un peu tout ça en même temps. Tous les adhérents de Slow Food sont des gens qui se posent un peu toutes ces questions. Et je crois que l'action que nous menons, l'objectif un peu de Slow Food, c'est de préserver et même de promouvoir, alors on va lâcher les grands mots, hein, c'est romantique, une culture alimentaire humaniste. Voilà. Inciter à la prise de conscience que dans l'acte alimentaire, il y a le plaisir, il y a l'éthique et il y a, point très important, la connaissance. Et je crois que la connaissance, c'est aussi la connaissance du fait qu'il faut être capable
de s'approprier les produits et pas attendre uniquement de manière passive que tout un tas de catalogues de produits viennent donner l'information, parce que de toute façon, il y aura toujours le petit malin qui invente le nouveau signe de qualité pour surprendre et qu'on parle de lui. Donc, connaissance, et puis je dirais même mieux, et c'est un peu une évolution récente dans notre mouvement, même si les groupes slow food locaux en tant qu'association s'appellent des conviviums et s'appuient sur l'idée de convivialité, j'irais jusqu'à dire la fraternité, parce que le monde de l'alimentation, c'est un monde de partage. Quand on voyage et qu'on commence à parler dans un petit restaurant avec les gens qui ont cuisiné ce qu'on mange, très vite on crée du lien. À la fin, on prend une photo ensemble, on s'envoie les photos, on partage un petit moment autour de l'alimentation, c'est vraiment propice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce début du XXIe siècle, on a tendance à aller vers un monde où l'alimentation est froide, si je puis dire, elle est moins humaine, elle est plus industrialisée et elle est plus anonyme. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu une aliénation alimentaire. Alors, donc je vous ai dit un petit peu ce qu'était Slow Food, enfin, parce que beaucoup parmi vous savent ce que c'est, donc je dois quand même préciser que c'est une association qui est née en 1986, qui a un peu plus de 85 000 adhérents, qui est présente dans 150 pays, et donc c'est un mouvement international. En France, nous sommes environ 2000, implantés dans une quarantaine de villes ou de petites régions. Voilà, donc ce que je vais vous dire, après vous avoir précisé un petit peu quelle était la philosophie de cette démarche, je vais vous dire comment nous nous y prenons pour signaler des produits, ensuite comment nous positionnons cette démarche par rapport aux signes de qualité, puisque c'est ça le questionnement. Donc d'abord, quels sont les produits qui nous intéressent? Hervé le précisait, nous avons finalement conduit une réflexion qui est arrivée à cette forme de synthèse, le bon, propre et juste. Et Carlo Petrini, qui est le président de Slow Food du mouvement international, fait demain à 15h une conférence sur le produit bon, propre et juste. J'y reviendrai un petit peu quand même dans un instant, mais je pense qu'il aura vraiment la possibilité de vous séduire en vous expliquant un petit peu quelle est cette conception. Je pense que nous avons un autre principe et qui est un peu notre histoire. Notre histoire, c'est que les gens qui étaient dans Slow Food au début des années 90, c'était des gourmets. Des gourmets qui disaient je ne me contente pas de trouver que c'est bon, j'aimerais en savoir un peu plus. Donc ils organisaient des dégustations. En fait, ils s'intéressaient aux produits. Et petit à petit, le fait de s'intéresser aux produits conduit à se poser certaines questions. Est-ce que certains produits que nous aimons ne vont pas disparaître, par exemple? Et conduit naturellement à s'intéresser aux producteurs. Donc dans l'histoire de Slow Food, au début des années 2000, on a commencé à s'intéresser au-delà du produit, aux producteurs. Et au milieu des années 2000, je dirais, pour simplifier, on s'est aperçu qu'en fait, dans le monde aujourd'hui, la production d'aliments, elle n'est pas le fait de producteurs, elle est le fait de communautés de producteurs. Même chez nous d'ailleurs, il y a des syndicats de producteurs, il y a des villages dans lesquels on fait tel ou tel légume et où il y a une solidarité, des entités communes, collectives qui ont été créées. L'histoire de la coopération dans le monde du vin, c'est ça un peu. Et donc, voilà, produit, producteur, communauté de producteurs. On ne peut pas isoler le produit bon, il a une réalité sociale, il a une profondeur qui est celle de ceux qui le font et de leur dimension sociale. Et le troisième le principe, je dirais, c'est soutenir, repérer, soutenir, mais pas se substituer à. Donc je vais reprendre rapidement ces 3 points. Sur le premier point, bon, propre et juste, c'est très simple. On peut faire ça un petit peu comme dans les syllogismes, dans certaines formes de logique. En fait, qu'est-ce qu'un bon produit pour nous? Ça ne peut pas être un produit qui est simplement bon du point de vue gustatif et sensoriel et propre parce qu'il respecte dans son process de production l'environnement. Si jamais l'agriculteur, le paysan, n'a pas une juste rémunération. Je fais une petite illustration qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ne suis pas convaincu que les produits reflets de France soient très marqués par le J, même si peut-être certains sont bons et propres. Donc pour nous, un bon produit, il faut qu'il ait ces 3 dimensions. S'il n'a que le B et le J, ça n'est pas un bon produit socialement. S'il est propre et juste, la particularité de Slow Food dans l'histoire des 20 dernières années, c'est d'avoir dit le plaisir, c'est le principe qui fait entrer dans la réflexion sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut soutenir. Donc s'il n'est pas bon, eh bien, ma foi, peut-être quelqu'un disait tout à l'heure, je
je crois que c'est Bardet, oui, qui nous a dit beaucoup de choses amusantes. Et il y avait quand même de temps en temps des choses qui disaient, si on les a oubliés, c'est qu'on a bien fait de les oublier. Moi, je pensais tout de suite, quand il a dit ça, au salsifis. En fait, le salsifis, c'est délicieux. Mais pour ceux qui l'ont cuisiné, ils savent que pour le préparer, le nettoyer, c'est l'enfer. Donc, c'est pas uniquement parce qu'ils n'étaient pas bons, c'est aussi parce que parfois, ils créaient des difficultés qu'on ne sait pas surmonter aujourd'hui, alors que dans le temps, on avait, disons, une forme de vie sociale qui faisait qu'on arrivait à peler les salsifis sans trop de problèmes. Bon, mais en tout cas, je crois qu'effectivement, si le produit n'est pas bon, on peut l'oublier. Et s'il est bon et qu'il respecte la troisième, si vous voulez, la troisième clé, hein, c'est s'il est bon et juste, mais qu'il détruit l'environnement, on sait qu'on est arrivé à un moment de l'histoire de l'humanité où on exige à tous d'avoir cette préoccupation. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans cet esprit-là? Je vous ai dit qu'on passait du produit au producteur, au consommateur. Longtemps, quand on était resté au stade du produit, ce que faisait Slow Food, d'une manière assez remarquable d'ailleurs, c'est de l'atelier de dégustation. En Italie, à Turin par exemple, au milieu des années 90, à chaque édition de notre Salon du Goût, il y avait 300 ateliers. Imaginez-vous, 60 personnes par atelier, 300 ateliers, 5 ou 6 personnes à la tribune qui sont un expert, un producteur. Et c'est un volume énorme. D'ailleurs, rapidement, on a réduit le nombre d'ateliers et le nombre de participants. Actuellement, on fait quelque chose comme 200 ateliers de 40 personnes. Mais c'est vraiment une leçon de goût, mais une leçon de goût complète. Au début des années 2000, je vous expliquais qu'on s'est posé la question, est-ce que finalement, le gourmet qui s'intéresse au produit sans se poser la question de savoir si la génération suivante pourra elle aussi bénéficier de ces plaisirs-là, c'est un gourmet un peu aveugle. Et donc, on a commencé à travailler sur la biodiversité. Comment peut-on faire pour que des produits menacés de disparition, parce que la configuration dans laquelle ils sont produits et consommés est menaçante, comment faire pour essayer de les sauvegarder? Et ça nous a conduit à créer en 2000 un prix Slow Food de la biodiversité. Alors c'est vrai qu'on a invité 400 journalistes dans une ville du monde, on a fait ça une fois à Naples, une fois à Porto, mais on s'est aperçu que c'était un phénomène qui manquait de dimension sociale. Et en 2004, nous avons créé un grand événement, dont je ne parlerai pas trop parce que je suis limité, je veux arriver au signe de qualité, mais nous avons créé un grand événement qui a déjà eu lieu qui a eu deux éditions, qui s'appelle Terra Madre, et qui consiste à faire venir 5000 paysans du monde, mais plutôt des communautés justement, du monde entier, à Turin, parallèlement au Salon du Goût, pour dire à ces gens-là, l'activité agricole que vous avez, l'activité de production d'aliments que vous avez, elle a de la valeur, vous devez être reconnu par les sociétés, à la fois des pays riches, mais aussi des pays dans lesquels vous êtes, et on va vous aider peut-être à trouver des solutions, mais vous-même, entre vous, vous pouvez vous organiser. Et je me souviens qu'après le premier Terra Madre, eh bien, c'est long ça? Il faut que j'arrive au signe de qualité, non? Non. Je vais te redonner la parole après sur la sécurité. Juste terminer sur ta démarche qu'on comprend. Oui. Bon, alors donc, Terra Madre, après, j'aurai éventuellement l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'il y a aussi des enjeux sociaux importants. Par exemple, nous avons un produit dont je vais parler dans un instant, qui est le mouton de Barège, et on est interpellé par les défenseur de l'ours. Donc on a été plongé dans une discussion à laquelle on n'avait pas imaginé d'être mêlé. On nous a dit, vous et l'INAO, vous soutenez le mouton de Barège, et alors ils ont déroulé tout un discours sur ce que ça avait comme conséquence pour l'ours. Donc c'est vrai qu'on peut difficilement se contenter de dire on s'intéresse aux produits parce qu'ils sont bons. Alors, peut-être juste nous dire un mot de ce que vous appelez les produits sentinelles. On a alors j'arrive à ça. Et à ce moment-là, moi je ferai réagir ensuite sur les différents signes de qualité à partir d'une seule diapositive qui conclura notre... Donc, qu'est-ce que nous faisons? Puisque j'ai parlé de repérer des produits. En fait, nous avons entamé une démarche assez récente et donc un peu fragile, mais que nous souhaitons consolider dans les années à venir, de recensement. Pourquoi fragile? Parce qu'en fait, il a été fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais on s'est dit, essayons de recenser ces produits menacés de disparition. On appelle ça l'arche du goût et des saveurs. En France, on a recensé une centaine de produits, mais les Italiens en ont recensé 800. Et voilà, c'est déjà un repérage. Et le deuxième niveau, ce sont les sentinelles. Alors, le mot sentinelle est un peu particulier, l'idée est un peu militaire, si vous voulez. C'est là où un produit est menacé, il faut prendre des mesures énergiques pour le défendre. Alors, ces sentinelles, ce sont des projets où nous associons un groupement de producteurs, des collectivités,
et le mouvement Slow Food pour essayer de faire connaître les produits. En France, nous en avons une dizaine. Et demain, nous aurons un stand ici. Vous pourrez prendre des petits feuillets qui présentent les sentinelles françaises, le mouton de Barège, le navet de Pardaillan, le rancio sec du Roussillon, le petit épaule de Haute-Provence, etc. Alors, c'est une démarche qui est en progression, oui. Ok, alors moi je vais te demander ensuite de réagir, mais je vais demander aussi aux autres intervenants de réagir sur, là, ce sera la dernière diapositive, ne vous inquiétez pas, mais elle me paraît tout à fait éclairante, elle est issue d'une enquête récemment. Alors, la question qui était posée, c'était aux consommateurs de dire est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, auquel cas vous mettez la note 0, ou tout à fait d'accord, vous mettez la note 10, ou entre deux, vous mettez des notes intermédiaires, sur le fait que les produits suivants sont plutôt produits de façon traditionnelle, meilleurs au goût, plus sûrs, respectent mieux l'environnement, sont meilleurs pour la santé, sont plus chers. Et on a posé la question pour des vins AOC, pour des certifications, pour des mentions valorisantes, pour des fromages AOC, des œufs agriculture biologique, des volailles label rouge et des légumes agriculture biologique. Alors, on voit que les notes, par exemple, si je prends les légumes agriculture biologique, là je me tournerai vers Raphaël Martinez, sont finalement plutôt valorisantes. C'est-à-dire que par un seul signe officiel de qualité, qui est le signe AB, eh bien, on a l'impression qu'on rassure le consommateur sur beaucoup de ses attentes, puisque les notes sont plutôt très bonnes. Au-dessus de 6,7 à chaque fois, on est rassuré sur le fait que c'est un produit traditionnel, que c'est plutôt plus sûr, que ça respecte bien l'environnement, etc. Alors, je vais évidemment demander aussi à Jacques Fadet à un moment donné comment il juge ces résultats qui peuvent nous paraître en tout cas un peu problématiques sur effectivement la situation, la perception de l'AOC aujourd'hui en France, en tout cas en matière de vin, on pourra rapprocher aussi celle des fromages, AOC, qui obtient des notes finalement jamais catastrophiques mais jamais très bonnes non plus, sur finalement les signes de réassurance qu'apporte quelque chose comme l'appellation d'origine. Alors, peut-être Raphaël Martinez, d'abord. Jean, j'ai pas dit notre position vis-à-vis des signes de qualité. Mais tu vas avoir l'occasion de le dire. Vas-y, vas-y. Non, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que nous, ça c'est ce qui m'a pas mal interpellé, on en a parlé ce matin, mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas de solution, pour trouver des signes de qualité autre que d'impliquer le citoyen. Et en fait, après, le citoyen fera son travail de repérage. Et c'est pour ça que quand nous nous intéressons à ces produits sentinelles, mais en réalité, notre mission, ça n'est pas de créer un énième signe de qualité. Certains produits que nous essayons de promouvoir sont des AOC, d'autres ne le seront jamais, parce que c'est des petites productions, d'autres sont en cours de démarche et peut-être qu'on les aide. Mais par contre, ce qui est certain, et c'est ce que je voulais dire, disons, c'est que ce que nous apportons, c'est cette capacité qu'ont les consommateurs de découvrir, de s'approprier, de connaître le produit, mais aussi de mettre en confrontation les producteurs et les consommateurs, de réaliser une dynamique sociale qui fait que la valorisation, elle n'est pas uniquement économique, elle est aussi symbolique, culturelle, sociale, et elle implique aussi le fait qu'une association comme la nôtre peut séduire des restaurateurs qui vont mentionner, donner des informations précises sur le nom du produit, le nom du producteur, la région, au-delà des signes de qualité. Mais tout ça, ça s'inscrit dans une démarche, comme je disais, de société civile. En fait, tout le monde mange, donc tout le monde est capable d'avoir un comportement citoyen. Et dans le passé, c'était tellement évident qu'on ne se posait pas cette question. Aujourd'hui, on se la pose. Donc voilà, par rapport à ça, ensuite, évidemment, que c'est quand même quelque chose qui était inquiétant. Mais je pense que la solution, elle est chez les citoyens. Alors, justement, de façon à quand même garder un peu de temps pour que les citoyens puissent s'exprimer, on va demander quelques mots de conclusion, de réaction là-dessus à Raphaël Martinez, à Jacques Rousseau, puis à Jacques Fanet, que j'ai interpellé sur l'appellation d'origine. Et puis, je dirais quelques mots de conclusion avant de passer la parole à ça. Ouais, très rapidement, 2 ou 3 éléments d'explication sur le fait que les légumes AB soient très bien placés dans cette enquête. Hein. Je crois que le premier, c'est ce qu'on dit, c'est une attente de plus en plus forte. Hein. Donc, je l'ai dit tout à l'heure sur l'environnement, l'attente environnementale est énorme. 2, le signe agriculture biologique est lisible. Et il fait partie de ceux qui sont les plus lisibles et les mieux cernés par les consommateurs. Les labels, etc., on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, alors que agriculture bio, en gros, on sait. Et puis voilà, c'est 2 éléments principaux, plus la qualité des gens qui font la filière légumes aussi. Ok, merci. Jacques ? Moi, je vais réagir un petit peu par rapport
aux notes concernant meilleur goût, parce que nous, en tant qu'onologues, on est ce qu'on pourrait appeler des techniciens du goût, donc on se sert en permanence de notre palais, de notre nez pour travailler. Et il n'y a rien de plus difficile que de travailler sur le goût, avoir le même langage, d'être sûr de bien parler de la même chose. Entre techniciens, déjà, c'est pas évident. Parler avec des acheteurs ou parler avec des producteurs ou parler avec des consommateurs du goût, on s'aperçoit qu'il y a des langages différents. Et quand on parle de définir le goût, qui doit définir le goût? Est-ce que c'est le producteur ou l'amont, je dirais, et disons qui fait le vin tel qu'il lui plaît à lui, et si le consommateur ne l'aime pas, tant pis pour le consommateur, c'est qu'il n'y comprend rien et qu'il a qu'à se former et apprendre des bonnes choses, ce qui est un discours qu'on entend dans la profession, ce qui est un discours que j'ai entendu de la première table ronde tout à l'heure. Ou est-ce que notre métier, nous, qui est d'aider les gens à vendre leur vin, n'est pas d'essayer de décrypter le goût du consommateur, donc d'établir des profils, et essayer d'aider les producteurs qui veulent satisfaire ce type de goût à l'atteindre. Mais quand on parle de définition du goût, on touche vraiment à un domaine qui est très complexe sur le plan de la définition sensorielle, sur le plan de... On utilise le goût, donc les saveurs et les odeurs sont des sens qui sont très mal maîtrisés par rapport à l'ouïe et par rapport surtout à la vue. Et parler du goût, ça veut dire tenir compte des capacités individuelles du dégustateur, être sûr qu'on parle de la même chose, on peut parfois discuter des heures et des heures sur deux termes qui sont différents, mais qui s'appliquent exactement à la même sensation. Et inversement, le même nom. Inversement, avoir le même nom et s'apercevoir qu'est-ce que c'est au bout de plusieurs années que l'arôme de pierre à fusil ne veut pas dire la même chose pour toi ou pour moi. Voilà. Donc, surtout pour toi. Oui, sans doute plutôt pour moi. Et alors, Jacques Fanet, quand on voit ça, on se sent encore plus fort pour partir vers les marchés internationaux aujourd'hui en période de globalisation, où on se dit que l'appellation d'origine, il va falloir peut-être la rénover, ce qui est le cas d'ailleurs. Oui, alors moi je voudrais reprendre la prudence que vient d'évoquer Jacques Rousseau par rapport à la notion de qualité, la notion de bon. D'abord, il faut savoir que l'appellation d'origine contrôlée, premier point, c'est pas du Coca-Cola. L'appellation d'origine contrôlée, les vins d'appellation d'origine contrôlée, ils sont différents d'un bout à l'autre, d'un producteur à l'autre. Madame Sylvie Fabre évoquait tout à l'heure, et ça avait l'air de surprendre quelques personnes dans la salle, qu'à Roquefort, il y avait des Roquefort différents. Mais effectivement, suivant le moment de la saison, si c'est de l'herbe de début de saison ou de l'herbe qui approche l'été, ou suivant le moment de la lactation, la période dans la lactation de l'animal, on a des différences qui vont conduire à des produits différents. Et ça, il faut accepter que le produit puisse être différent et que peut-être le Parisien qui a l'habitude d'avoir son fromage avec beaucoup plus de blanc et très peu de persillé, eh bien, ils sont un peu choqués de voir un fromage, un Roquefort plus évolué, plus moelleux, qu'il va trouver à Perpignan, par exemple. Et même à l'intérieur du fromage, on va aussi trouver des différences. Je me souviens de moments extraordinaires avec Jacques Puiset, où on comparait les muscats de Rivesaltes très fruités sur la partie blanche du Roquefort, où on se régalait sur la partie persillée avec des vieux ranciaux de Banyuls. Donc, vous voyez, le produit d'appellation contrôlée, par essence, c'est un produit complexe, et il peut y avoir des gens qui aiment certains et d'autres non. Donc, il faut relativiser. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que effectivement, comme je l'ai expliqué, le système AOC a connu un certain nombre un très grand succès au cours des 20 à 30 dernières années, et il y a eu quelques déviations. Simplement pour comparer la région de Bordeaux et la région du Languedoc, en Languedoc, l'appellation d'origine contrôlée, ça ne représente que 10% de l'ensemble de la production viticole de la région. Et notamment les vins de pays, qui ont des normes de production qui correspondent essentiellement aux vins de cépage et qui ont des normes de production moins sévères, font l'objet d'une catégorie de produits à part. À Bordeaux, il y a encore 20 ans, il y avait 3 millions d'hectolitres de vins de pays. Aujourd'hui, tout a été englobé dans la production de Bordeaux. Et donc, il y a eu là des déviations de la notion d'appellation d'origine contrôlée à laquelle on est en train de... qui peut-être fait que les producteurs sont un petit peu méfiants vis-à-vis de peuvent être méfiants vis-à-vis de cette notion. Il n'en reste pas moins quand même que jamais
les vins en France n'ont été qu'aussi bons qu'aujourd'hui, que plus on les s'élève dans l'échelle de qualité des vins, plus la notion d'AOC veut dire quelque chose de clair et de solide, et qu'en tout cas, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, l'AOC, ça reste aujourd'hui un sésame pour pouvoir exporter des vins, quels que soient les pays du monde. Merci Jacques Fanet. Peut-être un petit paradoxe à soulever pour passer la parole à la salle. En même temps que tout ce qui nous est évoqué ici, sans doute les vins n'ont jamais été aussi bons, sans doute les produits n'ont jamais été aussi sûrs aussi. Bertrand Hervieux le rappelait récemment. En même temps, on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'analytique, dans le quantitatif, pour Jacques Rousseau le montrait tout à l'heure, enfin, l'abondance de signes de qualité qui sont définis au millimètre près. On est dedans, on est dehors. La délimitation aussi de l'appellation d'origine, on est dedans, on est dehors. Et c'est au mètre près, hein, pour pas dire au décimètre près. On est dans le quantitatif, on est dans l'analytique, et en même temps, plus on progresse, il y a quand même un petit paradoxe qui veut que, si on vous comprend bien, finalement, le bon produit, moi qui attendais à en savoir un petit peu plus pour aller faire mon marché demain, c'est quand même de m'en remettre, si j'écoute Raphaël Martinez, à mon producteur de légumes qui a effectivement une bonne tête et auquel je suis habitué, puis je me suis habitué, c'est arrangé avec ma conscience d'avoir confiance en lui. Slow food, même si Jean-Héritier dit attention, nous on n'est pas là pour dire voilà les bons produits, moi ça m'arrange bien quand je feuillette les catalogues de slow food de me dire tiens slow food, ils ont distingué ça, c'est plutôt quand même bon signe quoi. Et en même temps, les appellations d'origine j'ai confiance. Donc je me dis qu'on va quand même insensiblement vers des espèces de signes un peu holistes. Et finalement, tant mieux après tout, ça reste humain. Jean-Héritier l'a bien dit, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans l'humain, qu'on est dans le fraternel. On a bien souligné qu'on est dans le communautaire, dans le territorial. Et donc, peut-être ce qui nous manque simplement, c'est un cerveau un peu plus capable d'appréhender la complexité, mais qu'on ne s'en sortira sûrement pas avec une vision très simpliste de la signalisation de la qualité. Aucun signe ne nous révélera le bon produit ou le mauvais, ou même sur quelques critères comme l'environnement ou comme la santé, on n'est pas sûr de pouvoir s'en tirer. En tout cas, moi, c'est un peu la conclusion partielle à laquelle je me risquerai, mais surtout, pour vous laisser rapidement la parole, à une heure où l'estomac commence à parler autant que le cerveau, mais voilà, allons-y. Oui, bonjour, Anne Dufour, enseignante. Moi, la question que je me pose depuis 10 ans, c'est comment éduquer mes élèves à la qualité des produits. Alors, j'ai quelques connaissances personnelles, j'ai un jardin, une éducation familiale, des éléments, mon métier aussi, mais finalement, je me dis comment faire pour éduquer mes élèves, parce que je suis quand même dans un secteur professionnel où où on n'a pas de gros budget. Donc déjà, quand je veux faire des dégustations de produits, je suis confrontée au budget de mon établissement. Alors j'ai encore la chance d'enseigner dans un secteur de l'enseignement spécialisé qui fait que le budget est plus important, mais par contre, je suis confrontée à des élèves qui ont encore moins de culture au niveau de des produits. Et c'est une grande question depuis 10 ans. Je ne sais pas comment faire. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je passe par les foyers éducatifs pour monter un club? Et puis bon, j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante pour l'instant. Et vraiment, ma question depuis 10 ans, c'est ça. Parce que aussi, je me suis rendu compte en lycée professionnel, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous parce que pour des raisons de budget, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dans l'assiette. Jean-Héritier, Jacques Rousseau, oui, très rapidement. Juste un élément partiel de réponse et peut-être un peu d'optimisme. En fait, nous sommes, en tant que Slow Food France, nous sommes pour parler avec le ministère de l'Agriculture pour monter des projets. On va commencer à l'échelle de 2 ou 3 régions, pour monter des projets qui mettent en connexion un lycée agricole, un lycée hôtelier et Slow Food sur un programme de sensibilisation au goût. La réalité, c'est que je suis à peu près convaincu qu'un élève de lycée agricole va découvrir des choses incroyables sur la façon dont les produits deviennent des aliments, et un élève de lycée hôtelier qui n'a pas toujours la possibilité d'aller découvrir des producteurs va découvrir des réalités de l'agriculture
et ça peut provoquer des déclics. En tout cas, c'est une des pistes, je pense. Parce que, justement, l'alimentation, ce n'est pas uniquement préparer des mets et cuisiner la gastronomie, et ce n'est pas uniquement, de manière cloisonnée, produire des aliments. Voilà. Donc ça, j'espère, en tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer et qui va peut-être s'étendre dans les 4 ou 5 ans à venir. Oui, je pense que dans le même ordre d'idée, toute action qui peut permettre de mettre en contact les élèves avec le monde agricole est bon à prendre. Alors, je pense que le lien entre les lycées hôteliers, lycées d'enseignement généraux et les lycées agricoles est à privilégier. Et par exemple, aller emmener des enfants faire des vendanges, ensuite ramener un petit peu de raisin, montrer comment ils fermentent, etc. C'est des exercices très pratiques qui peuvent être faits. Autre piste, il y a des agriculteurs qui sont qui essayent, disons, de créer des liens avec l'enseignement, en organisant l'accueil d'élèves à la ferme, en mettant en place des kits pédagogiques pour aller expliquer leur métier dans les collèges et les écoles. Et c'est peut-être la mise en relation avec ces réseaux-là. Alors je sais qu'il y a un réseau qui est coordonné par la Fédération nationale des CIVAM, et il me semble aussi qu'au niveau de certaines chambres d'agriculture, ont développé ce genre de réseau. Je pense qu'il y a une demande de la part d'une certaine partie de la profession d'aller vers l'enseignement, et ça serait très intéressant d'arriver à favoriser les convergences. Oui, juste une réponse très courte. Je suis directeur du syndicat de l'AOC Languedoc. Et nous participons, nous, par exemple, à toute une série de formations dans les écoles hôtelières pour faire connaître les vins du Languedoc. Et adressez-vous aux syndicats de producteurs, quel que soit le produit. Normalement, ils vont se faire un plaisir de venir vous expliquer qu'est-ce que c'est que le produit. Et nous le faisons de manière très large dans les écoles hôtelières, y compris dans les écoles primaires. Merci. Si le micro remarche. Oui, bon, je vais essayer de parler. Alors, moi, ce que je voulais faire préciser à quelqu'un de la tribune, parce que l'an dernier, dans un atelier Slow Food notamment, on avait su nous donner le chiffre, c'est la part du budget nourriture dans la part du budget global d'une famille. Parce que les attentes sont toujours en disant les produits sont trop chers, etc. Mais on s'aperçoit, si on compare à il y a 20 ans ou 30 ans, qu'en fait, le budget nourriture a diminué. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème de prix ou c'est un problème, disons, d'information du consommateur ou d'intoxication publicitaire pour acheter d'autres produits par rapport à acheter de la nourriture qui devient un poste, disons, éliminé, peut-être par manque de goût, enfin tout se tient. Mais je voudrais quand même que ce soit précisé quand on nous dit que les produits de la nourriture, les fruits et les légumes sont trop chers. Je pense qu'il faut recaler dans le budget général. Alors, Je pense qu'il y a un élément de réponse très éclairant là. Tu as le truc? Tu l'as pas? Là? Que Raphaël Martinez va nous donner. Vous voyez la C'est courbe? bon? Le coefficient budgétaire d'alimentation, regardez la courbe. Alors, j'ai pas le détail, mais elle part d'elle-même. Bon, c'est à l'intérieur de l'étude Crédoc, hein, j'ai pas exactement regardé le détail, je l'ai vu très rapidement. Voilà l'évolution de la courbe du coefficient budgétaire, donc consacré à la part alimentaire entre les années 60 et 2007. Donc on est passé de l'ordre de 27% à 14% du budget des ménages. Voilà. Donc il faut relativiser le fait que les produits donc, agricoles et les fruits sont chers. Alors en plus, vous faites cette comparaison sur une population de 18-25 ans qui n'achètent pas de fruits parce qu'ils sont chers. Je ne sais pas comment ils font pour acheter des portables. Non mais il ne faut pas dire que ce soit une question de prix. Après, il y a une question de culture, mais on se base sur le prix. Vous me dites que dans les écoles, s'il vous plaît, dans les écoles, on ne peut pas faire des cantines avec des produits de qualité, parce que les parents trouvent que les repas sont chers. J'ai habité à côté d'une école, je vais sur un lieu de travail à côté d'une école, c'est insupportable de gaz d'échappement, parce que les parents ne peuvent pas payer le prix d'un repas à l'école, mais ils font du surplace, ils viennent en voiture amener des enfants. Enfin, je veux dire que après il faut reclasser les problèmes. Il y a le prix et il y a un mode de vie, un choix de société. Mais attention quand on dit que c'est le produit qui fait que l'on ne consomme pas des fruits ou qu'une certaine classe d'âge n'a pas les moyens. C'est une mise au point que je voulais faire parce que ça m'agace très souvent. Juste un élément de réponse avant de passer la parole à Jean Héritier qui a aussi un élément de réponse. Il y a une réalité
objective qui est notamment imputable à l'arrivée de la grande distribution. Hein. Là, c'est très clair. Le panier de la ménagère, il a chuté en même temps que la grande distribution s'est développée. Alors, en termes qualitatifs, ça a des conséquences positives ou négatives. Ça, on peut en parler. Mais c'est très très clair depuis l'arrivée de la grande distribution. Le supermarché 58 ou l'hypermarché 63. Là, c'est très clair. Si on compare avec les pays qui ont pris 15 ou 20 ans de retard là-dessus, que sont l'Espagne ou l'Italie, les coefficients étaient très nets. On était à 17% du panier de la ménagère en 80 en France, alors que l'Italie, qui n'avait pas encore de grande distribution ou très peu, était encore à 32%. Donc là, c'est très très net. Ensuite, ce qui est montré là, vous avez raison, ce sont des sentiments perçus, des perceptions. Et donc le consommateur dit parce que c'est trop cher, et vous avez raison de dire que c'est trop cher parce qu'il préfère peut-être mettre de l'argent ailleurs. Mais ça, c'est la subjectivité de la réponse. Vous avez raison. Mais là, on rentre effectivement dans le domaine du très subjectif. Jean. Oui, non, mais moi, je voulais dire que je partage complètement cette opinion. Et puis, comme je veux diffuser également un message d'optimisme, je crois que dans 10 ans, les gens seront beaucoup plus nombreux à vouloir payer une automobile moins polluante. Et ils seront beaucoup plus nombreux à dire ce que je mets dans mon corps, il faut que ce soit sain et bon. Et de toute façon, il y a un calcul économique qui n'est pas suffisamment connu, mais qui sera connu. Les économistes parlent d'économie externe négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous achetez du porc qui a coûté 1 euro à produire le kilo, en réalité, il y a des conséquences négatives de l'élevage de porc à 1 euro le kilo qui coûtent à la collectivité. Et en réalité, il va falloir financer ces conséquences. C'est-à-dire que le coût, il existe. À un moment donné, il va y avoir, de la part de la société, une prise de conscience. Mais le meilleur moyen d'empêcher que la prise de conscience conduise à des situations de violence ou de conflit, c'est justement de faire en sorte que le consommateur alimentaire soit militant de son alimentation. Et donc de lui expliquer ce que ça a comme sens, la répartition de son budget et la place qu'il attribue à l'alimentation. Oui. Oui, en tout cas, ce problème de prix, c'est vrai que du point de vue producteur, c'est un problème qui est très présent. Ça veut dire que dans la filière viticole, dans notre région, le prix de base des vins n'a pas évolué en euros constants depuis plusieurs années, alors que les charges ont augmenté, que l'exigence de qualitative a augmenté avec des contraintes supplémentaires sur les viticulteurs. Et actuellement, on est dans une situation où, malgré la volonté de qualité d'un grand nombre de viticulteurs, cette contrainte économique fait que certains sont en train de prendre des choix techniques qui vont plutôt dans la direction de l'industrialisation et qui vont à l'encontre de ce qu'apparemment un certain nombre d'entre vous souhaitent actuellement. Question, Monsieur le Président. Oui, moi ce que je veux dire, ce qui me gêne un peu dans le débat depuis ce matin, c'est qu'on parle d'une restauration. Or, en fin de compte, on sait très bien que le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce matin, on est quand même entre jeunes gens de bonne famille. C'est-à-dire qu'au niveau culturel et je pense au niveau financier, je ne suis pas sûr que les deux ne soient pas liés. Donc on est en train de réfléchir sur des possibilités de choix. Je crois, et c'est là où il y a vraiment une révolution qu'ont pris en main les industriels, qu'il y a parmi nos concitoyens de France et d'Europe et du monde, qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité de choix. C'est-à-dire qui se retrouvent à regarder ce qu'il y a sur les étagères du milieu, celles qui sont accessibles dans les grandes surfaces. Et donc, on a une autre discussion à ouvrir sur qu'est-ce que l'on fait manger, qu'est-ce que l'on donne comme produit aux gens qui n'ont pas de choix. Et moi, ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. C'est vrai que le haut de la société, qui peut se permettre culturellement et financièrement de choisir, peut avoir des problèmes métaphysiques, mais il ne me semble pas que ce soit les plus importants. Je pense qu'on est assez nombreux à partager ça. Le temps a été compté. On n'a pas posé la question d'un chapitre particulier. Qu'est-ce qu'un bon produit? Y a-t-il un bon produit en hard discount? Ce qui est une vraie question aussi. Mais j'aperçois Gérard Cagnac qui veut poser une question et qui aura peut-être des éléments de réponse là-dedans, tels que l'on connaît. Oui, bonjour. Je n'ai pas d'éléments de réponse, mais je profite de ce qu'a dit monsieur pour intervenir. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais j'ai toujours avec moi plein de notes. Je voulais intervenir seulement, mais ça aura embarrassé le débat, à bonder dans le sens de Raphaël Martinez, c'est bien ça. Et c'est vrai qu'il faut cesser de diaboliser les produits qui viennent par avion. Si, à la sortie de l'avion, ils sont stockés rapidement et que dans les 3-4 jours qui suivent, vos asperges du Pérou sont dégustées, je vous fais le pari qu'à dégustation avec d'autres produits, ils passeront nickel. C'est sûr que si
Si entre l'arrivée à Roissy et ensuite la distribution dans la France profonde, ça passe 15 jours, parce que c'est en général ça qui se passe, et je vais vous donner une astuce, quand vous achetez des asperges du Pérou ou du Chili, vous ouvrez légèrement la botte, vous savez, c'est botté par en général 10-12 asperges, vous ouvrez légèrement par-dessous et vous touchez. Si ça gratte, ça veut dire que l'asperge est en phase de dessiccation. Il faut que l'asperge continue à avoir un petit peu d'eau. Et le problème de l'asperge, elle perd son eau au fur et à mesure. Et une asperge du Chili, je ferme la parenthèse, je reviens sur l'alimentation. Je travaille avec le groupe, le DRH du groupe Flunch, et j'ai quelques chiffres, et ça va rejoindre, monsieur m'a donné une passerelle, ça va rejoindre le quotidien. Le groupe Flunch sert par an 60 millions de repas. Dans 220 sites, 9000 collaborateurs, et dans ces sites, en fonction de Paris, par exemple, à Beaubourg, le prix moyen, c'est 8,40 € d'un repas complet. À Aurillac, ça va être 6,30 €, mais ça va entre 6,50 € et 8,40 €. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. C'est important. En matière de légumes, 20 000 tonnes de légumes tout confondus, servis par an par le groupe Flunch. 7 500 tonnes de frites, 1400 tonnes d'haricots verts, 1300 tonnes de purée, 1200 tonnes de riz, 450 tonnes de carottes, 800 tonnes de pâtes. Je ne vous ai pas amené le poids des viandes, parce que c'est phénoménal. Je vais seulement, pour l'anecdote, vous dire aussi que ce qu'on met là-dessus. 217 tonnes de ketchup, 360 tonnes de mayonnaise, 110 tonnes de moutarde, bon c'est normal, 180 tonnes de sauce salade, normal aussi, 50 tonnes de sauce cocktail, 864 tonnes de sauce poivre, 450 tonnes de sauce tomate. Ces gens-là, et j'ai fait une étude sociologique, un tiers des gens qui mangent chez Flunch ne font qu'un repas par jour. On ne va pas faire dans le misérabilisme, mais c'est important de savoir que pour servir des gens, tous les jours, des repas chauds, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser le problème aussi. Et il a tout à fait raison, monsieur, de dire que là, on est un peu dans un salon de gens qui ont le loisir, c'est un loisir de se sélectionner leurs produits. Et il faut le faire, et je suis un de ceux qui l'a fait pendant 30 ans, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que tous les jours, on nourrit des gens qui travaillent, des gens qui souffrent et des gens qui ont besoin de se nourrir. Voilà, je ferme la parenthèse. Vous êtes plusieurs à avoir souligné l'importance d'avoir développé un esprit critique, que ce soit chez les jeunes, les consommateurs, mais la France va rentrer en période électorale. On trouve normal d'avoir des écoles municipales, donc publiques ou privées, des écoles de musique, des écoles de danse. L'alimentation, c'est quelque chose d'éminemment culturel. D'ailleurs, ça a été l'un des premiers actes culturels dans l'histoire de l'humanité. Il est peut-être aussi temps d'interpeller les candidats qui se présenteront, qui ont la responsabilité, pour certains, de restaurants scolaires, de centres communaux d'action sociale, de les interpeller pour dire qu'est-ce que vous faites pour notamment développer l'esprit critique du consommateur. Ça peut commencer par afficher l'origine des produits sur les menus scolaires, pareil de ce qui est servi dans les maisons de retraite. Ça peut également aussi leur demander est-ce que vous êtes prêts à avoir une politique culturelle en matière alimentaire, comme vous le faites pour toute une série d'activités. Message reçu. Bien. Madame. Je crois que je vais continuer. Je rejoins tout à fait le monsieur qui vient de s'exprimer juste avant. Il ne faut pas être non plus essayer de dire bon, on nivelle par le bas, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors je suppose que les chiffres que nous avait apportés le monsieur par rapport à ce que consomme Flunch, effectivement, ils font des repas à des prix tout à fait abordables, etc. Mais on se pose quand même une question quand on voit arriver les tonnes de sauce. Ça veut dire que les produits sont immangeables, parce que ce n'est pas un apport alimentaire, ça. C'est pour masquer le produit, la mayonnaise, le ketchup. Donc attention, il ne faut pas non plus dire à partir du moment où certaines personnes n'ont pas les moyens. Voilà, encore avec la subjectivité. Est-ce que ces personnes ont une voiture, un téléphone, avec la subjectivité. Et il ne faut pas être réducteur et dire bon, parce qu'on ne peut plus se nourrir, on va manger n'importe quoi et c'est très bien comme ça. Merci de la question, mais je vais me retourner vers Gérard Cagnac qui était mis en cause. Mais je crois que son message est tellement plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il admet qu'effectivement, ce n'est pas le top du top de la cuisine millimétrée, comme il dit, mais la cuisson millimétrée. Mais en même temps, il a un discours. Enfin, je vais le laisser faire son discours parce qu'il le fait quand même mieux que moi. Plus nuancé. C'est pas un discours. Moi, je suis aussi un peu anthropologue dans l'affaire.
et j'étudie les comportements de mes contemporains. C'est pas de la mauvaise cuisine. Non, j'ai mangé il y a 2 jours à Beaubourg parce qu'on avait une réunion et on est parti au buffet avec des autorités à qui je voulais montrer comment les gens se nourrissaient, des gens qui ont l'habitude d'être reçus à Matignon partout. Je dis bon, on va aller manger un peu ailleurs aujourd'hui. Et c'est vrai que on ne peut pas. Je crois que les gens se font aussi plaisir. Moi, j'ai vu les gars se mettre ils chargent parce que comme les assiettes ne sont pas trop grandes non plus et les gars chargent à la limite que ça déborde, je veux dire. Hein. À la limite que ça déborde. Les gens, ils jettent là-dessus, comme la vérole sur Bac-Clergé au Moyen-Âge. Excusez-moi, madame. Mais la sauce, ils se font plaisir. Moi, ça me gêne pas tellement, je veux dire. Ils sont là, je peux pas porter un jugement sur la sauce. Je l'ai amené, j'ai les chiffres pour provoquer un peu, parce que je suis provocateur. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que Flunch, par exemple, depuis 3 ans, fait les légumes à volonté. Et monsieur me l'a rappelé très gentiment. Je ne l'ai pas dit parce que je ne suis pas là pour vendre Flunch. Hein. Je suis conseiller, mais pas marketing. Mais c'est vrai que le légume à volonté, les gens y retournent, les gens mangent des légumes. Alors vous allez me dire, c'est Bonduelle parce que c'est le groupe Mullier. Mais enfin, il n'y avait pas 1500 tonnes d'haricots verts il y a 2 ans. Ils sont là, les 1500 tonnes. Et peut-être que dans 1 an ou 2, je vais suivre, je vais demander au DRH de suivre les courbes. Et peut-être dans 1 an, on parlera de ces problèmes de nourriture quotidienne. Et j'aurai d'autres chiffres qui vont montrer que le légume va reprendre tout doucement une place. Mais ça passera probablement par ce qu'on diabolise, c'est-à-dire les grands distributeurs, les gens qui font 60 millions d'euros par an. Et c'est peut-être eux qui vont porter ce projet de faire manger des légumes. Je crois qu'il faut être aussi optimiste. Voilà. Ce qui tendrait à prouver aussi que le bas prix, la grande distribution, le hard discount, la restauration en très grande quantité n'est pas non plus nécessairement un signe de non-qualité. Donc, tout à fait. Ce qui renforce la complexité du paysage, mais tant pis. Je crois qu'on n'échappera pas à cette complexité. C'est le paradoxe de la société aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas diaboliser des gens qui font à manger pour beaucoup, parce qu'il faut faire à manger pour un grand nombre. En plus, il y a un problème, il faut savoir que le groupe Flunch travaille beaucoup l'insertion, donc il y a des gens nulle part qui arrivent chez eux, il y a des formations, il y a tout un travail qui est fait, comme ça le veut faire les cathos de gauche à Lille, hein, il y a ce côté-là aussi, mais c'est un tout. Mais le coût des légumes à volonté, c'est pour moi... Et ça paraît paradoxal pour un 2 macarons Michelin, etc., de dire la vérité viendra de cette première démarche qu'on pensait que c'était une démarche marketing, mais pas du tout. C'est pas une démarche marketing. C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent apporter à leur niveau, même si on les décrit, ils communiquent pas en plus, le groupe. Ils n'ont pas de sous pour communiquer, ils ont les sous pour faire à manger. Donc, pour moi, cette démarche me plaît. Et je tenais à le dire. Et encore une fois, je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas le porte-parole de Flunch, mais je suis le porte-parole des gens qui mangent tous les jours pour 7 euros. En tout cas, ça répondait bien à la question. Peut-être un dernier mot de Raphaël là-dessus ? Non, je pense qu'il y a des questions, il faut leur donner la priorité. Juste par rapport à ces différentes interventions, moi je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'analyse et sur aussi la nécessité d'intervention. Nécessité d'intervention à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'éducation, parce qu'effectivement, on le voit dans la consommation des fruits et légumes que je vous ai cités, etc. Et les jeunes peuvent avoir des budgets, mais ils ont plutôt, évidemment, on a parlé tout à l'heure des bonbons Haribo, à se faire des plaisirs simples et faciles et jusqu'au téléphone plutôt qu'aux fruits et légumes. Ça c'est clair en termes d'éducation. Et puis après, en termes d'intervention publique sur la santé, parce qu'on a une problématique où, compte tenu de l'évolution du prix, je rappelle que les fruits et légumes, à 60%, le coût, c'est de la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre continue à augmenter. Et donc, les prix des fruits et légumes va continuer mécaniquement à augmenter dans les prochaines années. Donc peut-être que l'intervention publique à ce niveau-là, et je crois que le ministre y réfléchit en ce moment même, est tout à fait nécessaire, c'est évident. Une dernière question ? Oui, j'avais une dernière question. Oui. Vous pouvez lever la main C'était à propos de rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je crois que, sur ce graphique, le problème il est là aussi en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de transmission des savoir-faire au sein des familles. Et que si les jeunes vont davantage manger au restaurant, c'est aussi qu'ils ne savent plus. Et que quand on est étudiant, on a un petit budget, donc on va manger là où c'est pas cher, mais aussi on n'a pas tellement de quoi se faire à manger. Un petit studio d'étudiants, il y a quelquefois juste un but à gaz, il n'y a pas de réfrigérateur. On est très limité, et par le budget et par le matériel. Donc c'est très bien de dire qu'il faut éduquer les jeunes, mais il y a une période de leur vie où ils n'ont pas vraiment le choix.
parce que les rues, c'est quand même pas terrible, il faut bien le reconnaître. On y a tous mangé, on sait ce qu'il y a. Et que chez eux, après, ben, ils vont manger au plus rapide, ils vont acheter une pizza pas chère, un truc entre eux. Et c'est un véritable problème. Je crois que si on leur apprenait, si les parents leur avaient appris, s'ils avaient la possibilité dans leur logement de manger correctement, ils mangeraient mieux, je pense. Qu'il y a quand même un très gros problème. Et c'est un problème d'éducation au goût, mais aussi de transmission, d'éducation des transmissions culinaires, qui ne passent plus dans les familles et quelquefois aussi dans les écoles. Hervé. Raison de plus sans doute donc pour recourir aux transmissions et peut-être aux écoles du goût à l'image des écoles de musique comme a été proposé tout à l'heure. Oui. Oui, 2 mots, simplement à la fois pour répondre à monsieur Cagna, ce qui vient d'être dit. Simplement, nous préconisons quelque chose qui s'appelle Manger Slow. Et nous avons créé une première journée nationale Slow Food, il y a début septembre, consacrée à la pomme de terre. On va faire un petit livret qui sera destiné aux enfants avec des petites recettes. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse à la question de la consommation hors domicile. Mais à domicile, le temps qu'on passe à cuisiner pour avoir une salade qui nous a coûté 1,20 € au lieu de 2,30 € un sachet, le temps qu'on passe à préparer une purée de pommes de terre au lieu de l'acheter Lunor sous vide, c'est un temps, si on fait comprendre aux jeunes, si on fait sentir aux jeunes que ce temps c'est du plaisir, si le matin en me levant je pense à qu'est-ce que je vais manger, si quand je vais faire mes courses en sortant du travail, déjà je me demande où est-ce que je vais acheter, et si au moment où je le fais comme un jeu, à ce moment-là je peux manger bien un bon produit, mais qui n'est pas cher, qui peut être une pomme de terre. Donc je ne suis pas du tout pour cantonner le bon produit à une dimension élitiste, et je vous invite en 2008, si Slow Food est présent dans votre ville, à venir participer à la journée nationale Slow Food. Il y aura un autre thème, mais la philosophie sera la même. On peut se faire plaisir, bon marché, avec des produits simples, mais bons. Merci Jean Héritier. Bien. Alors, le bon produit existe-t-il sans doute. Comment le signaliser, le définir? On n'est pas sûr d'avoir beaucoup avancé, mais on sait un peu mieux pourquoi on a du mal à avancer. C'est vraiment parce qu'il y a une complexité extrême. Et si chacun a pu effectivement avancer un peu sur son chemin de la connaissance et des possibilités, il y a de très bonnes idées, des propositions pour toujours mieux éduquer, eh bien, on n'aura peut-être pas complètement perdu notre temps. Bon appétit à tous. Merci. Excusez-moi, pour le déjeuner, pour ceux qui ont réservé pour le déjeuner, c'est à l'hôtel de ville. Hein. Donc voilà, direction de l'hôtel de ville. Pour ceux qui ont réservé, ça va être